de nous accorder cette interview pour parler de la situation du Mali. Je pense il faut reconnaître que la République du Mali a été indépendante depuis 1960, exactement le 22 septembre 1960. Et nous avons connu une succession de régimes démocratiques, des régimes militaires. Et le premier régime civil a commencé en 1960 et s'est achevé en 1968 par un coup d'État fait par le lieutenant Moussa Traoré. Et ce régime militaire a duré jusqu'en 1991, précisément le 26 février 1991. Il y a un régime démocratique donc qui a pris le pouvoir par l'élection du président Alpha Omar Konaré en 1992 après une phase de transition. Et en 2012, nous avons eu encore un autre coup d'État qui a été fait par les militaires dirigés par le capitaine Amadou Aya Sanogo. Il y a eu encore une autre phase de transition jusqu'en 2013, dont le président Ibrahim Boubacar Keïta a été élu démocratiquement à la suite de cette élection présidentielle. J'aimerais noter que ce matin, ce président Ibrahim Boubacar Keïta vient de décéder à Bamako et qui est une situation assez triste pour la République du Mali aujourd'hui, qui traverse aussi une phase de transition au cours de laquelle ce même président Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé par le colonel Assimi Goïta le 18 août 2020. Et il y a eu une phase de transition qui a commencé et qui a été interrompue le 24 mai 2021 par encore le colonel Assimi Goïta qui a renversé le président de la transition, le colonel-major à la retraite Bandao et son premier ministre. Il faut connaître que la genèse du coup d'État de 2020 a été consécutive aux élections présidentielles de 2018 pour le second mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a été fortement contesté par son challenger Soumaïla Cissé, paix à son âme, mais aussi suite aux élections législatives de 2020, où il y a eu vraiment une contestation des résultats parce que la Cour constitutionnelle a annulé une grande partie des votes de certains députés et qui a abouti donc au changement des résultats en faveur du parti au pouvoir. Et cette contestation a atteint son paroxysme avec la mise en place du mouvement du 5 juin des rassemblements des forces patriotiques qu'on appelle le M5-RFP à partir de juin 2020 et qui a commencé une contestation populaire à Bamako et dans plusieurs grandes villes de la République du Mali. Et cette contestation donc a été suivie par les militaires qui ont fait un coup d'État le 18 août 2020. Voilà un peu la genèse politique qui a une alternance de pouvoir démocratique et de coup d'État. Et je dirais le 4e coup d'État qui est en cours actuellement. Alors, donc, à l'issue de ce coup d'État, il y a une charte de la transition qui a été élaborée et validée au terme des consultations nationales avec toutes les forces vives et les partis politiques qui disaient que la transition devait faire 18 mois. Et c'est 18 mois au cours de laquelle il devait avoir l'organisation de l'élection présidentielle et des élections législatives pour la transmission du pouvoir militaire à un pouvoir civil. Et la CEDEAO, qui était la garante de cette charte, la transition, avait pris l'engagement d'accompagner ce processus. Et aujourd'hui, après le second coup d'État du 24 mai 2021, cette phase de transition a été quelque peu interrompue. Et nous avons perdu 9 mois de cette première phase. Et le nouveau gouvernement mis en place et les nouvelles autorités, parce qu'entre-temps, le colonel Assimi Goïta, qui était le vice-président, est devenu le président de la transition. Donc, il y a eu un chronogramme, mais au fur et à mesure, on s'éloignait de l'objectif et qui faisait qu'on n'arrive pas à atteindre donc, ce délai de février 2022 qui approche et on ne pouvait pas tenir des élections. Et donc, sous la pression de la CEDEAO, de la France et de la communauté internationale, on a voulu organiser les élections. Et entre-temps, les autorités de la transition ont décidé d'organiser, n'est-ce pas, les assises nationales de la refondation.
Parce qu'il faut connaître que depuis ces 30 dernières années du pouvoir démocratique des années 91-92, le pays a plongé dans une malgouvernance et dans une corruption généralisée dans tous les secteurs de la République et qui ont fait qu'aujourd'hui, nous avons même perdu le fondement d'un État moderne, démocratique et qui nous permet donc de pouvoir assurer la durabilité de la nation malienne. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a dans une incapacité même de pouvoir faire face à nos responsabilités régaliennes. Et vu toute cette situation, le peuple du Mali souhaiterait donc, au cours de cette transition, que nous puissions, faire en sorte que ce pays retrouve le chemin et les fondements de la bonne gouvernance et que la corruption étatique du national au niveau local soit interrompue. Et je tiens aussi à rappeler que depuis 2012, le pays fait face à une rébellion armée et il y a eu donc les accords d'Alger qui ont été validés en 2015, n'est-ce pas, qui ont été signés par les parties prenantes, mais nous n'arrivons pas donc à appliquer cet accord-là. Et cet accord ne pouvant pas être mis en œuvre, le terrorisme et le djihadisme ont envahi pratiquement les 80% du territoire malien. Donc, pour cette transition, les Maliens, dans leur majorité, voudraient que le pays puisse recouvrer la sécurité, n'est-ce pas, sur toute l'étendue du territoire et que nous puissions vivre en paix et que les déplacés qui sont dans les pays limitrophes tels que le Burkina Faso, le Niger et la Mauritanie puissent revenir au pays et que nous puissions commencer une vie normale avant que nous puissions organiser les élections présidentielles, législatives, locales qui nous permettraient d'avoir des gouvernements nationaux et locaux qui soient légitimes, légaux et qui nous permettent de pouvoir retrouver une vie normale. Alors, donc ça, c'était la deuxième raison de ce fondement de la transition. Il y a eu des morts lors des mouvements de M5 dont on n'a pas pu élucider les auteurs, on n'a pas sanctionné les auteurs. Et quand on prend tout le processus électoral du Mali, il y a beaucoup de défaillances, notamment la loi électorale, notamment les organes qui doivent organiser les élections pour qu'il y ait des élections transparentes et définitives sans contestation aucune. Donc, on voudrait que pendant cette transition, nous puissions aboutir à une situation de sécurité, n'est-ce pas, du territoire, des élections au niveau du pays, mais aussi au niveau du pays. Voilà un peu quelques fondements que nous souhaitons atteindre lors de cette transition. Ces 5 conditions de base que nous souhaitons, ou que le peuple souhaite avoir pendant cette transition ne sont pas réunies et donc les élections ne peuvent pas avoir lieu. Et donc, la CEDEAO a sanctionné le gouvernement actuel qui est au pouvoir, interdiction de voyager, ça c'était la première sanction. Disons la deuxième sanction, parce qu'il faut reconnaître que juste après le coup d'État, il y a eu la suspension du Mali des instances de décision de la CEDEAO. Et au mois de novembre, il y a eu la deuxième sanction où il y a eu interdiction de voyager des autorités du Conseil national de transition et du gouvernement. Et maintenant, au 9 janvier, il y a eu donc la sanction. Ils ont étendu les sanctions aux sanctions économiques et financières avec la fermeture des frontières, non pas pour simplement les autorités de la transition, mais pour l'ensemble des citoyens maliens. Alors, donc, voilà ce qui a déclenché le courroux de la population malienne qui se sent aujourd'hui frustrée, qui se sent aujourd'hui abandonnée par la CEDEAO qui a été fondée en République du Mali en 1975. Donc, le Mali est l'un des promoteurs de la CEDEAO et qui pense qu'aujourd'hui, au moment où le Mali a besoin de soutien, d'accompagnement de la CEDEAO, n'est-ce pas, pour qu'on puisse retrouver notre souveraineté nationale, pour qu'on puisse retrouver notre souveraineté sur tout les territoires, pour que nous puissions avoir, n'est-ce pas, l'intégrité territoriale et faire en sorte que les populations puissent vivre en paix et en sécurité. Parce que je rappelle qu'au Mali, actuellement, il y a plus d'environ 15 000 soldats des Nations Unies, de la MINUSMA qui sont là. Il avait environ 5 000 soldats, n'est-ce pas, de la force Barkhane. Il y avait les forces du G5 Sahel et il y avait l'armée malienne. Malgré toutes ces forces armées, nous n'arrivons pas à avoir la sécurité et le territoire est occupé par les terroristes à environ 80% de la population. Et le dernier événement
qui a fait un peu déclencher le courroux de la CEDEAO et qu'on pense avoir être, disons, influencé par la France, c'est l'apparition d'un contrat ou d'un accord de coopération militaire avec la Russie. Je crois que ça, c'est le dernier élément qui a fait qu'aujourd'hui, le Mali est en froid avec la France, il est en froid avec la CEDEAO, et on voudrait donc que le Mali organise des élections le plus tôt possible, car nous savons que ce n'est pas possible, parce que les conditions matérielles et techniques d'organisation des élections dans un territoire sécurisé ne sont pas réunies. Et lorsque le Mali a organisé les Assises nationales de la refondation au mois de décembre, du 27 au 30 décembre, les populations ou les participants aux assises ont recommandé que la transition puisse être étendue de 6 à 5 ans pour pouvoir mettre en œuvre toutes ces réformes majeures et de pouvoir organiser les élections, n'est-ce pas, générales au Mali, qui sont les élections locales, régionales, législatives et présidentielles. Et à la suite de ces sanctions, la communauté nationale et internationale des Maliens a décidé donc de riposter, notamment par les autorités, qui ont, par une mesure de réciprocité, formé les frontières, qui ont décidé aussi d'interdire le survol, n'est-ce pas, des aéronefs, n'est-ce pas, des autres compagnies, même si c'est l'armée française, que ce soit des aéronefs civils comme militaires. Et Air France, à un moment donné, a arrêté le vol. Ils ont repris le lendemain. Ils ont décidé d'arrêter. Les compagnies nationales de la Côte d'Ivoire, par Air Côte d'Ivoire, du Sénégal, par Air Sénégal et la compagnie Sky Airlines ont décidé donc d'interrompre leur vol pour faire respecter les décisions de la CEDEAO. Mais la Mauritanie, qui n'est pas membre de la CEDEAO, a laissé son espace, ses frontières terrestres et aériennes ouvertes. Et la Guinée, qui est membre de la CEDEAO, a décidé de ne pas appliquer les sanctions contre le Mali. Et comme on le dit souvent, la Guinée et le Mali sont deux poumons dans un même corps, et la Guinée aussi qui traverse la même crise, n'est-ce pas, politique et institutionnelle comme le Mali suite au coup d'État de l'année dernière. Donc, la Guinée aussi a suspendu la CEDEAO et la Guinée s'est rangée derrière le Mali. Alors donc, en un mot, aujourd'hui, le samedi dernier, il y a eu donc des grandes manifestations, n'est-ce pas, du jamais vu dans l'histoire politique du Mali, n'est-ce pas, à Bamako et dans toutes les grandes capitales régionales du pays et aussi dans la diaspora. Il y a eu des protestations des citoyens maliens pour dire non au diktat de la CEDEAO, non aux sanctions contre le Mali, non aux sanctions contre les citoyens maliens. Et on voudrait dire que nous voulons réaffirmer notre souveraineté nationale et internationale. Et ce qui se joue actuellement au Mali, et selon toutes les analyses que nous pouvons faire, c'est qu'aujourd'hui, le Mali se bat pour une lutte pour la décolonisation. Parce que les décolonisations que nous avons subies en Afrique dans les années 70 n'ont pas été des décolonisations entières, peut-être politiques, mais pas économiques. Mais nous, le Mali, comme tous les peuples d'Afrique, sont dans une mouvance aujourd'hui de se décoloniser, n'est-ce pas, sur tous les plans diplomatiques, militaires, sécuritaires, économiques, sociaux, culturels, afin que l'Afrique puisse renaître. Et je pense que c'est ce chantier-là qui est aujourd'hui porté par les autorités maliennes et par les citoyens du Mali et par les citoyens d'Afrique que nous saluons, qui ont vraiment soutenu le Mali de partout, au sein des pays, des diasporas de la CEDEAO qui sont au Mali, à l'intérieur du Mali, mais aussi des diasporas maliennes à travers le continent et au niveau international. Je pense qu'en termes d'observation aujourd'hui sur le territoire, on peut dire qu'il y a une totale, disons, ligne commune entre les autorités dirigeantes du Mali et la majorité des citoyens, je dirais dans ce sens. Et je pense qu'aujourd'hui, l'heure est à l'apaisement et l'heure est à l'ouverture entre les autorités maliennes, de la CEDEAO et de la communauté internationale, pour que de manière objective, à mon avis, je pense qu'on puisse analyser, n'est-ce pas, le bilan, n'est-ce pas, de toutes les assistances militaires, techniques et diplomatiques depuis 2012 jusqu'en 2022, et que nous puissions de manière objective définir les voies et moyens
pour que nous puissions ensemble mettre fin à l'insécurité grandissante, non pas seulement au Mali, mais dans toute la sous-région sahélienne, mais aussi dans toute la sous-région ouest africaine et en Afrique tout entière. Je pense qu'avec ce dispositif, on pourrait travailler ensemble pour que les activités économiques reprennent, que les activités de mouvement, n'est-ce pas, des personnes et des biens dans l'espace de la CEDEAO, qui doivent être un territoire ouvert, un territoire de prospérité pour l'ensemble des Africains et des non-Africains, et que nous puissions arriver ensemble à pouvoir faire émerger un continent qui regorge toutes les potentialités pour créer le bonheur que d'autres continents ont aussi, que ce soit en Asie, en Occident, en Amérique et en Océanie. Donc voilà un peu résumé la situation malienne actuelle. Et je pense que dans les jours et les semaines à venir, il y aura des décisions qui vont faire en sorte qu'on puisse retrouver l'accalmie, l'apaisement et moins de tension dans notre région. Je vous remercie.